Merci beaucoup à Marc et à Mehdi pour leur invitation. Quand je faisais ce topo il y a quelques années aux urgentistes, je leur disais attention, il faut penser aux angioedèmes bradykiniques. Et maintenant, je vous dis attention, ne pas y penser trop souvent, parce que globalement, 80% des malades qu'on nous adresse pour angioedèmes bradykiniques sont des angioedèmes qui ne sont pas bradykiniques, voire même pas du tout des angioedèmes. Donc mon topo est un peu modifié depuis quelques années, j'évolue et je fais de la diffusion d'informations qui est un peu différente. Donc je remercie beaucoup Delphine Gobert qui travaille dans le service et qui m'aide depuis des années à la prise en charge de ces malades. Médias d'intérêt, donc c'est le laboratoire qui fabrique les médicaments de l'angioedème héréditaire. Et puis il y a un PNDS qui a été établi, qui en a participé sur l'angioedème héréditaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un angioedème ? Je crois que c'est la démarche diagnostique initiale qu'il faut avoir. Et donc quand on est gonflé de la figure, ce n'est pas toujours un angioedème déjà. Donc un angioedème, c'est un œdème du derme profond et des tissus sous-cutanés. C'est localisé et c'est transitoire. Ça touche préférentiellement les zones de prolaxe, c'est-à-dire, vous voyez, les lèvres, les paupières, parfois les régions génitales, les mains, les pieds. Et globalement, c'est transitoire. Ça ne doit pas dépasser 3 à 5 jours. Donc si vous avez quelque chose qui dure 3 semaines, ce n'est pas un angioedème. C'est ferme, ça ne prend pas le godet, ça ne gratte pas, c'est pas rouge, c'est pas chaud, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Donc déjà, c'est de la définition clinique, c'est du diagnostic clinique. Donc ce qui n'est pas un angioedème, c'est tout ce qui est chronique. Plus fort, pardon. Tout ce qui est pas un angioedème, c'est tout ce qui est chronique. C'est la persistance au-delà de 3 à 5 jours, c'est les malades qui ont des œdèmes avec prise de poids, c'est la localisation toujours dans le même site, on y reviendra, c'est l'existence d'une fièvre, d'un syndrome inflammatoire, de lésions cutanées. Tout ça, ce n'est pas de l'angioedème. Alors je vous montre quelques cas très rapidement de malades qu'on nous a adressés pour angioedème. Première malade adressée, je suis appelé aux urgences, et on me dit, voilà, il y a un angioedème d'une malade qui est sous sartan, et ça dure depuis 3 semaines. Donc je descends déjà, je sais que ce n'est pas un angioedème. Et quand je vois la malade, c'est bon, ça, il y a effectivement un œdème des lèvres, mais quand vous examinez la malade, vous touchez sa peau, il y a une infiltration. Et globalement, ce n'est pas un angioedème, ça dure depuis 3 semaines, et même si elle est sous sartan, c'est en fait une granulomatose orofaciale liée à un siliconome. C'est une dame qui s'injectait du silicone. Ce n'est pas de l'angioedème. Deuxième, autre patient, adressé pas par des urgentistes, mais par des internistes, femme de 24 ans adressée pour un angioedème AC inhibiteur normal. Je vais vous montrer qu'il faut faire très attention à ce diagnostic d'angioedème AC inhibiteur normal, évoluant depuis plus d'1 an, avec des épisodes d'œdème de la face, elle a quelques douleurs abdominales, et ils ont traité par icatibant. Et ça ne marche pas franchement, et donc on nous l'adresse pour savoir ce qu'on peut proposer à cette dame. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un angioedème ? Est-ce que ce n'est pas un angioedème ? C'est assez permanent, c'est assez diffus. Ce n'est pas un angioedème. Et globalement, vous reprenez un peu tout simplement l'interrogatoire de la malade et vous apercevez qu'elle a eu un Hodgkin, qu'elle a été traitée, qu'elle a eu une radiothérapie, elle a un syndrome cave supérieur. Alors méfiez-vous du syndrome cave supérieur. Parfois, c'est intermittent au départ avant d'être permanent, avec le classique œdème en pèlerine à la circulation collatérale. Elle avait thrombosé sur sa veine cave et elle a une sténose post-radique. Donc on a pu arrêter l'icatibant. Est-ce que c'est un angioedème ? 34 ans, une femme adressée pour là des épisodes récurrents qui durent 3 jours. Ok, ça marche. Mais des douleurs abdominales, bon, parfait. Mais ce qui est très étonnant, c'est toujours au même endroit. C'est le rectus claviculaire gauche. Alors il y a un syndrome qu'on a appris à connaître, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Nutella syndrome. Alors, qu'est-ce que c'est que le Nutella syndrome ? C'est en fait une dilatation de la portion terminale du canal thoracique. Et quand on a une alimentation riche, et notamment riche en graisse, le canal thoracique se remplit de chylomicrons et ça va gonfler le crocus claviculaire. C'est absolument pas grave, il ne faut pas traiter par icatibant non plus. Et enfin, voilà, ça c'est très impressionnant, et on nous l'adresse pour angioedème. Alors on l'adresse d'abord en réanimation, bien sûr. Il passe un certain temps en réanimation, il a un œdème de la langue monstrueux, et ça ne s'arrange pas. Et qu'est-ce que c'est ? C'est pas un angioedème, c'est permanent. Et en fait, c'est une macroglossie positionnelle lors du décubitus ventral prolongé. Et vous savez qu'on a utilisé beaucoup le décubitus ventral prolongé ces dernières années dans une maladie infectieuse qui existe encore et qui s'appelle le Covid. Donc tout ça, ce n'est pas de l'angioedème parce que c'est permanent, parce que c'est localisé au même endroit, parce qu'éventuellement, il y a des signes inflammatoires. Et tout ça non plus, ce n'est pas de l'angioedème. La cellulite de la face, les résipelles, c'est rouge, c'est douloureux, il y a de la fièvre, le Cushing iatrogène, quand il y a une PEAG sous hydroxychloroquine. Et le syndrome K, vous voyez qu'on peut se faire avoir parce qu'il va y avoir des variations dans le temps. Alors attention par contre à l'eczéma de contact, ça ressemble, il y a de l'œdème, mais toujours en périphérie, vous avez de l'eczéma, c'est-à-dire des lésions vésiculeuses. Donc voilà, ça, c'est pas de l'angioedème. Après, vous faites un diagnostic d'angioedème, donc c'est localisé, c'est transitoire, ça dure 3 à 5 jours. Et la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est histaminique ?
mastocytaire, et Julien parlera de la mastocytose, ou est-ce que c'est bradykinique? Et globalement, 95% des malades, c'est de l'angioëdème histaminique. Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a parfois pas d'urticaire. À votre avis, cette jeune femme a un angioëdème histaminique ou bradykinique? Alors moi, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. C'est le même aspect. Et donc, quand vous avez ça plus ça, ben vous dites c'est un angioëdème histaminique, vous avez de l'urticaire, ça gratte. Et il y a parfois tout en même temps et parfois pas tout en même temps. On peut avoir de l'angioëdème histaminique sans urticaire. Et c'est ça la difficulté. Donc vous avez un angioëdème, il est localisé, il est transitoire. Vous avez de l'urticaire, c'est globalement histaminique. Et on va y revenir, mais dans 95%, c'est non allergique. Ça, c'est une notion qu'il faut comprendre. L'angioëdème histaminique, ce n'est pas forcément allergique. Il n'y a que 5% qui sont des vrais angioëdèmes allergiques. Soit il n'y a pas d'urticaire et ça peut quand même être histaminique, ou ça peut être bradykinique. Et dans les bradykiniques, on va parler surtout pour les urgentistes des IEC et plus rarement des maladies héréditaires et des angioëdèmes par déficit acquis. Donc pour simplifier, l'angioëdème histaminique, c'est très fréquent, c'est beaucoup plus fréquent que le bradykinique. Ça survient le plus souvent sur un athéra-atopie qui a de l'urticaire, soit avec des antécédents personnels ou familiaux. Une atteinte de la face, sur la face, vous ne pouvez pas dire globalement s'il n'y a pas d'urticaire associé, si c'est histaminique ou bradykinique. Les organes génitaux externes, on pensait que c'était uniquement bradykinique. En fait, ça peut être aussi histaminique. Et les douleurs abdominales, elles apparaissent en général pas en même temps que l'angioëdème de la face. Elles peuvent être de façon isolée. Le malade peut arriver aux urgences pour un syndrome douloureux abdominal, mais c'est un syndrome douloureux abdominal qui va durer 48 à 72 heures. Dans l'histaminique, on peut avoir quelques douleurs, mais qui durent quelques heures. Et enfin, vous pouvez mettre autant de corticoïdes et d'antihistaminiques dans du bradykinique, ça ne sert à rien. Attention à la définition de la résistance aux antihistaminiques. Ce n'est pas parce qu'on fait une ampoule de polaramine qu'on peut être réfractaire aux antihistaminiques. C'est quand on donne un traitement préventif. Un traitement préventif, c'est celui de l'urticaire. C'est 4 antihistaminiques pendant 1 mois et on voit si ça récidive ou pas. Alors, une notion, en fait, moi j'ai appris au fur et à mesure, et notamment avec Angèle Soria qui travaille à Thonon en dermato-allergologie. En fait, l'angioëdème, c'est de l'urticaire. C'est une forme d'urticaire profonde. Et l'angioëdème histaminique, vous voyez que l'urticaire, c'est 15 à 20% de la population, et que parmi la présentation de l'urticaire chronique, vous voyez que 50% des malades ont des plaques, donc c'est l'urticaire qu'on connaît, qui est prurigineux, qui est papuleux. 40% ont des plaques et des angioëdèmes, donc, et qui n'apparaissent pas toujours en même temps, et 10% ne feront jamais de plaques, donc ils n'auront que les angioëdèmes. Et ça, c'est une notion bien claire. Après, si vous avez un angioëdème histaminique, urticaire, il faut différencier deux situations. Soit il est totalement isolé, c'est-à-dire, alors on veut prendre le problème par l'autre côté, soit il n'est pas isolé, c'est-à-dire il y a des signes d'accompagnement, il y a un bronchospasme, il y a un choc anaphylactique, il y a des troubles digestifs, de la diarrhée. Et là, c'est grave, et c'est un angioëdème histaminique allergique, c'est lié aux IgE. Il y a un facteur déclenchant qui est un antigène alimentaire, médicamenteux ou un hyménoptère. C'est de l'anaphylaxie et ça nécessite de l'adrénaline et un bilan allergologique. Mais ça, c'est 5% des angioëdèmes histaminiques. Ce qu'on voit et ce que vous voyez aux urgences, 90% des malades, c'est ceux-là. Ce sont des angioëdèmes histaminiques non allergiques qui peuvent être favorisés par une infection, par un médicament, par un stress, qui vont se répéter plusieurs fois, voire durer au-delà de 6 semaines, comme dans l'urticaire chronique. Il n'y a pas besoin de faire de bilan allergologique, ça ne sert à rien, et il ne faut pas leur donner d'adrénaline, et vous leur donnez uniquement des antihistaminiques. Donc cette notion est importante. Il existe des angioëdèmes histaminiques non allergiques, sans urticaire, et même sans antécédent d'urticaire. Voilà, ça c'est assez typique. Vous avez à la fois l'angioëdème, vous avez les plaques urticariennes, et donc là, il n'y a pas de doute. C'est pas un angioëdème bradykinique, c'est un angioëdème histaminique non allergique. Et celui-là, il va se répéter plusieurs fois. Sauf que par opposition à l'angioëdème histaminique qui est allergique, vous ne faites pas 10 chocs anaphylactiques. Vous en faites un, c'est parce que vous avez pris de la pénicilline et que dans les 2 heures à 3 heures, vous faites le bronchospasme ou le choc anaphylactique. Ces malades-là, c'est les malades que vous voyez aux urgences qui ont fait déjà 1 fois, 2 fois, 3 fois. Par définition, ce n'est pas de l'allergique. Le traitement, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est tout simple, c'est les antihistaminiques et pas les corticoïdes. Pas de corticoïdes, pourtant tout le monde le fait. Je pense que tous les services d'urgence se font polaramine, solimédrol. Donc ça va mieux, on renvoie à la maison, et puis 48 heures, ils reviennent parce qu'ils ont fait rebond des corticoïdes, et donc on remet des corticoïdes, et ainsi de suite. Et on a vu des malades comme ça, ce n'est pas du tout des problèmes liés aux urgentistes, mais à des dermatologues. J'ai vu un malade comme ça, il a pris pendant 2 ans des corticoïdes, et je vous assure qu'il avait un Cushing iatrogène, quelque chose de bien que je montre à tous les étudiants pour parler des effets secondaires des corticoïdes. Donc pas de corticoïdes dans l'urticaire,
pas de corticoïdes dans l'angioëdème. Et si vous voulez participer à un protocole coordonné par Nicolas Javot à l'hôpital Louis Mourier, c'est en cours. Il y a 116 malades inclus. Il a du mal à inclure, et notamment à Saint-Antoine, on a du mal, parce qu'il y a un certain nombre de critères d'exclusion, mais pour montrer que finalement, la corticothérapie n'apporte rien dans les angioëdèmes histaminiques. Donc je reviens maintenant aux maladies un peu plus rares, aux angioëdèmes bradykiniques. Vous avez éliminé ce que vous verrez le plus souvent, l'angioëdème histaminique, non allergique, et on passe dans la maladie rare ou la situation un peu plus fréquente, celle qui est liée aux IEC. Angioëdème bradykinique, vous voyez que c'est 5% des malades qu'on voit globalement. Il y a une forme héréditaire et une forme acquise. Globalement, l'héréditaire, c'est de la maladie rare. Il y a 1000-1500 cas en France. Et la forme acquise, il y en a une que vous ne devez pas louper, c'est celle liée aux IEC. Je vous parle quand même des angioëdèmes héréditaires parce que les manifestations cliniques, que ce soit de l'héréditaire, de l'acquis, de l'IEC, globalement, c'est la même symptomatologie. Dans la maladie héréditaire, ce qu'on appelle l'œdème angioneurotique, qui n'a rien d'enjeu neurotique, c'est une maladie rare. On estime qu'il y a 1500 cas en France. Dans le CREAC, le centre de référence, il y en a à peu près 1000 répertoriés. Et à Saint-Antoine, on suit plus de 300 malades actuellement. Donc ça reste très très rare. Globalement, c'est assez simple quand c'est dans un contexte familial. Quand vous avez une famille, vous détectez les enfants et vous trouvez des cas. Et donc ça, c'est très simple. C'est une maladie autosomique dominante. Le problème, c'est que 25% des cas, dans 25% des cas, il y a une mutation spontanée, donc vous n'avez pas d'antécédents familiaux. Donc ce n'est pas parce qu'un malade n'a pas d'antécédents familiaux que ce n'est pas un angioëdème héréditaire. Sans mutation décrite, le chromosome 11 et sur le gène SERPING1. Voilà ce que c'est qu'un angioëdème héréditaire, un œdème de la face. Alors on dit qu'habituellement c'est asymétrique, mais au bout d'un certain temps, ça devient symétrique. Là, c'est la même jeune fille, je crois qu'elle a fait 4 services d'urgence. Alors c'était un peu compliqué parce qu'en plus elle avait un C inhibiteur normal. Là-haut, c'est aussi une jeune fille de 15 ans qui était arrivée aux urgences. Et là, c'est la même jeune fille qui était tombée à l'école parce que les traumatismes locaux peuvent entraîner des crises. Et puis là, c'est l'atteinte de la langue. L'atteinte de la langue qui peut être asphyxique, notamment dans les formes liées aux IEC. Attention, ça peut être aussi grave qu'une atteinte laryngée. Les œdèmes périphériques, ils ne prennent pas le gondet, ils sont asymétriques, ils vont durer 3 à 5 jours. Parfois, ils sont précédés d'un rash réticulé. Les patients vous disent, j'ai le rash d'abord, soit au niveau du bras, là on voit un petit peu, mais pas très bien. Ici, on voit une petite éruption là, et puis après, l'œdème apparaît. Ça peut être au niveau du thorax. Et certains patients vous disent, je sais quand la crise va arriver, j'ai d'abord le rash réticulé. Ça ne gratte pas, a priori, ce n'est pas de l'urticaire. Les œdèmes, c'est souvent asymétrique, ça ne prend pas le godet. Et ça va régresser de toute façon en 3 à 5 jours. Le grand risque de ces angioëdèmes bradykiniques, c'est l'œdème laryngé. Vous voyez un aspect local du larynx. Là, vous voyez un scanner, parce que le malade a pu être intubé, ce qui est parfois difficile. Vous voyez le tube d'intubation. Vous voyez la grosse lèvre, la grosse langue. Et la base de la langue peut être si important qu'on ne passe pas avec le tube d'intubation et qu'il faut faire une trachéotomie. Donc un tableau laryngé est une urgence thérapeutique. En l'absence de traitement, c'est 25% de décès. L'autre grande symptomatologie, c'est la crise douloureuse abdominale. Et quand les malades arrivent avec la crise douloureuse abdominale, ils n'ont pas l'angioëdème. Ils ont l'angioëdème de l'abdomen, c'est-à-dire l'angioëdème de l'intestin grêle, du côlon, de l'estomac. Ils ont de l'acide. Et quand on les opère, parce que malheureusement ces malades sont opérés parfois, on trouve un œdème assez diffus, un peu de liquide, pas de germe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est important que les urgentistes puissent faire des scanners à ces malades-là quand le diagnostic n'est pas évident, parce que le scanner est toujours pathologique dans les angioëdèmes bradykiniques en crise. Donc un malade qui a des douleurs abdominales, une symptomatologie pas typique et un dosage de C inhibiteur normal, si vous faites un scanner et qu'il est normal, c'est globalement pas de l'angioëdème bradykinique. La biologie standard, ça ne vous aide pas, c'est plutôt négatif, c'est-à-dire que vous n'avez pas de syndrome inflammatoire. Vous pouvez avoir un peu d'hyperleucocytose, et dans les formes abdominales, quand elles sont très importantes, vous avez une hémoconcentration, et vous pouvez avoir un hématocrite qui monte. Et globalement, il n'y a jamais de syndrome inflammatoire. Et un malade qui a un angioëdème, même connu, qui vient aux urgences pour une douleur abdominale, s'il a une CRP à 100, c'est sûrement pas l'angioëdème bradykinique, c'est autre chose, et on a des malades qui ont... Globalement, il y avait toujours des douleurs, je ne comprenais pas, avec un traitement très efficace. Et globalement, il y en avait qui avaient une sigmoïdite, l'autre qui avait l'appendicite, et le troisième, la cholécystite. Donc, la CRP élevée, ce n'est pas de l'angioëdème bradykinique. Le dosage du complément permet de faire un diagnostic dans 80% des cas d'angioëdème héréditaire. Le C4, ça a peu d'intérêt, mais c'est un élément d'orientation. 80% des malades
ont un C4 bas, mais ce qui veut dire que 20% ont un C4 normal. Et le plus intéressant, c'est le dosage du C inhibiteur. Et ça, ce n'est pas du domaine de l'urgence. Vraiment, vous pouvez, il n'y a absolument pas d'urgence à faire ce dosage. De toute façon, le résultat, vous l'aurez dans 15 jours. Et donc, il faut prendre une décision avant les 15 jours. Il n'y a pas de biomarqueur permettant de dire devant un angioëdème, c'est bradykénique, c'est histaminique ou c'est un angioëdème héréditaire. Peu importe, je pense, les dosages du complément. Globalement, les héréditaires de type 1 et de type 2, ils sont caractérisés par un C inhibiteur fonctionnel à moins de 50%. Les angioëdèmes acquis, on va en reparler tout à la fin, c'est essentiellement associé aux gammapathie monoclonales et au lymphome. Tout est abaissé. Et les angioëdèmes sous IEC, tout est normal, on y reviendra tout à l'heure. Dans les héréditaires, il y a des mutations associées. Quels examens à réaliser aux urgences pour un angioëdème héréditaire? Examen indispensable? Aucun. Il n'y a aucun diagnostic nécessaire, biologique, si ce n'est une CRP pour voir qu'il n'y ait pas 80 de CRP. Dans un contexte de douleur abdominale, une écho ou un scanner est utile. Par contre, ne faites pas de nasofibroscopie parce que là, vous aggravez les choses en stimulant le larynx. Aucun intérêt à doser le C inhibiteur en crise. De toute façon, ça partira pas et vous n'aurez pas les résultats avant 15 jours. Et hors de la crise, là, vous pouvez doser le C inhibiteur fonctionnel et pondéral. Alors, c'est un peu compliqué, mais globalement, il y a trop de bradykinine dans ces angioëdèmes héréditaires. Et donc, cet excès de bradykinine peut provenir d'un déficit en C inhibiteur. Quand il n'y a pas de production de C inhibiteur, qui a un effet de blocage un peu de la cascade de kallicréine, vous avez une activation kallicréine et une production excessive de bradykinine. Donc, cette bradykinine va se fixer sur un récepteur, le récepteur de la cellule endothéliale, et qui va entraîner une vasodilatation et un angioëdème. Donc ça, c'est un mécanisme, c'est l'absence de C inhibiteur. Deuxième mécanisme possible, c'est l'absence de dégradation de la bradykinine par un déficit au niveau des kininases. Et vous voyez qu'il y a une des kininases qui s'appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Donc quand vous bloquez l'enzyme de conversion de l'angiotensine, vous augmentez les taux de bradykinine. Les traitements, on peut les imaginer. Si vous n'avez pas de C inhibiteur, vous pouvez perfuser du C inhibiteur. Vous pouvez aussi bloquer la bradykinine par un médicament qui s'appelle l'icatibant. Ça, c'est les médicaments de l'urgence. Et puis, vous avez une augmentation de la synthèse possible au niveau hépatique, le blocage de la plasmine et des nouveaux médicaments qui sont du ressort du spécialiste et qui sont utilisés en préventif, qui inhibent la kallicréine. Le traitement de la crise d'angioëdème, je dis héréditaire, aux IEC ou acquis, c'est le même. Une crise modérée, les membres, les lèvres, les organes génitaux, il n'y a pas de traitement ou éventuellement on peut donner un peu d'acide tranexamique pendant 24-48 heures. Si par contre vous avez une crise sévère, c'est-à-dire une atteinte de la face, une atteinte de la langue ou du larynx, une crise douloureuse abdominale, il faut commencer le plus tôt possible, soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire la sous-cutanée, ça marche aussi bien, ou la forme intraveineuse, le C inhibiteur. Globalement, il y a deux médicaments, le Berinert ou le Cinryze. Disponible, le Ruconest n'est plus accessible en France, il n'y en a plus. Donc ces deux médicaments sont les deux médicaments de traitement de l'urgence au cours de l'angioëdème héréditaire aux IEC ou acquis. Il y en a un, c'est un dérivé d'origine humaine, un peu comme la même provenance que les immunoglobulines. C'est 20 unités kilo et ça marche très bien et c'est utilisable et ça a une durée de vie longue avec une demi-vie de 36 à 50 heures. Donc ça a une action prolongée. Et il suffit d'en faire une injection, ce n'est pas la peine de répéter les injections. On peut l'utiliser chez l'enfant et pendant la grossesse. Le Firazir, c'est une sous-cutanée, c'est 3 millilitres. Tous nos malades répertoriés sont éduqués, ils ont une éducation thérapeutique pour pouvoir s'injecter le produit au moment de la crise et pas venir encombrer vos urgences. Et donc, globalement, la plupart des malades répertoriés savent s'injecter le Firazir et un certain nombre peuvent venir aux urgences parce qu'ils ne sont pas renouvelés leur traitement, parce qu'ils ont fait l'injection trop tard, et puis dans 10% des cas, parce qu'il y a une crise abdominale qui résiste. On ne l'utilise pas pendant la grossesse. Chez l'enfant, on peut utiliser, c'est des posologies diminuées. Globalement, donc, ce que je disais, le traitement de la crise sévère d'angioëdème bradykénique, quelle que soit la cause, icatibant sous-cutané ou concentré de C inhibiteur, le plus rapidement possible. On peut éventuellement faire une deuxième injection 6 à 8 heures plus tard. Ça marche très vite sur les angioëdèmes laryngés et les crises abdominales en 30 minutes à 1 heure. Si le malade vous dit « je ne suis pas amélioré, ça fait 6 heures », bon, c'est peu probable que ça soit ça. Par contre, la régression complète des symptômes, ça peut durer 24 heures. Mais sur les formes gravissimes, celles de larynx, qui peuvent entraîner le décès, ça marche en une demi-heure et les crises abdominales aussi.
Ce que je disais, c'est qu'il y a quelques crises abdominales qui sont un peu réfractaires à l'icatibant. Il faut faire un concentré de ces inhibiteurs. Ce n'est pas la peine de mettre des corticoïdes, l'adrénaline, ça ne marche pas. Il y a des études sur le délai d'apparition de l'œdème laryngé ou d'aggravation de l'œdème laryngé. On a un peu de temps quand même. En 6 à 8 heures, ils peuvent devenir asphyxiques. Le problème, c'est que tous les services d'urgence n'ont pas forcément de firazir, en tout cas icatibant, ou concentré de ces inhibiteurs. Et historiquement, on faisait du PFC. Alors bon, là, je n'ai pas vu de PFC dans l'angioedème depuis des années. Globalement, en tout cas en France et en Ile-de-France, on doit pouvoir avoir dans les 4 à 6 heures soit de l'icatibant, soit un concentré de ces inhibiteurs. Si vous n'avez absolument rien, le seul traitement possible, alors vous essayez de les intuber, mais globalement, s'ils ont déjà l'œdème de la langue, ça ne marche pas. Et le seul traitement, c'est la cricothyroïdotomie. Mais il y a quand même régulièrement en France des malades qui décèdent d'angioedème héréditaire. Il y a 3-4 ans, il y a un jeune homme de 19 ans qui était répertorié. Et il y a une dizaine d'années, il y a un monsieur de 45 ans. Donc on peut mourir, mais c'est des malades qui sont en général hors circuit, qui n'ont pas leur traitement à disposition, qui arrivent trop tard, qui ne font pas l'injection. Et puis dans certaines urgences, il n'y a effectivement pas de médicaments disponibles. Voilà, donc ça c'était les héréditaires, c'est l'exemple. Je vais aller plus vite sur les acquis. Il y en a un qu'il faut connaître, c'est les angioedèmes liés aux IEC, parce que ça c'est plus que fréquent. Je vous ai dit qu'il y avait 1000-1500 cas d'héréditaires en France. Pour les angioedèmes aux IEC, il y en a à peu près 0,7% des malades sous IEC, 0,7 à 1% des malades sous IEC. Donc on reprend la démarche. C'est pas histaminique, donc c'est peut-être bradykénique. Et la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le malade prend des IEC avant d'aller chercher la maladie rare. Je trouve que cette photo représente globalement ce que c'est qu'un angioedème sous IEC. La dame est noire, et c'est plus fréquent chez le sujet noir. C'est 3 à 4 fois plus fréquent, probablement du fait de déterminants génétiques, mais pour l'instant, les études génétiques n'ont pas abouti à quoi que ce soit. Il y avait des polymorphismes de XP et NPEP2, mais ça ne tient pas. 2, elle a une macroglossie. Et ça, c'est très important parce que les malades vont être asphyxiques par la macroglossie. Pas par l'atteinte laryngée, mais par la macroglossie. Et 3, ils essayent de l'intuber. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Si vous avez un œdème de la base de la langue, vous ne pouvez pas intuber ces malades-là. Épidémie silencieuse parce que la prescription des IEC en France, c'est ça. Donc c'est énorme la prescription des IEC. Que ce soit en néphro, en cardio, en diabéto. Et donc on voit une augmentation progressive aux urgences des cas d'angioedème. Alors attention sur ces cas-là. Peut-être que 80%, 90% sont des histaminiques. Ce n'est pas parce qu'on a la face gonflée qu'on a un angioedème bradykénique ou un brogène, même quand on prend des IEC. D'ailleurs, ça se pose comme question, puisqu'il y a vraiment des indications formelles d'IEC, et il ne faut pas obligatoirement arrêter et interdire les IEC à des malades qui ont, par exemple, une insuffisance rénale et une néphropathie pour lesquelles il y a un effet protecteur. Voilà quelques cas de malades qui sont arrivés quand j'étais à Jean Verdier, pas parce qu'on était centre de référence, ils sont arrivés aux urgences. Donc je pense que vous devez les voir aux urgences aussi, avec des malades qui avaient des traitements depuis 48 heures, d'autres depuis 1 mois, d'autres depuis 5 ans. Alors pourquoi les malades qui ont un traitement depuis 5 ans développent un angioedème sous IEC? Ce n'est pas très clair. Il a été montré que quand il y avait de l'insuffisance rénale, quand on augmentait les doses, c'était un facteur déclenchant. Et puis vous allez voir qu'il y a des cofacteurs qui font que l'angioedème apparaît. 0,7 à 1% des malades vont développer, et plus fréquemment chez le sujet noir. En combien de temps ça apparaît? Vous voyez que dans cette étude, 30% apparaissent le premier mois, 55% dans les 3 premiers mois, 8 à 10% au bout d'1 an, et 9 à 10% après arrêt de traitement. Alors méfiez-vous beaucoup de cette notion-là de l'angioedème qui poursuit, qui se répète malgré l'arrêt des IEC. Globalement, ça avait été publié dans les premiers papiers avec des malades qui restaient avec des angioedèmes 4 ans après l'arrêt, ça ne tient pas la route. Et globalement, si dans les 10 jours après l'arrêt, les malades ont encore des angioedèmes sous IEC, ce n'est pas un angioedème sous IEC. Et on avait repris une année les angioedèmes sous IEC. Plus de 50% des malades ne sont pas des angioedèmes sous IEC, c'est des angioedèmes histaminiques. Il suffit de mettre des antihistaminiques à forte dose. Ça, c'est l'étude qu'on avait fait avec Nicolas Javot. Vous voyez, une 60aine de patients, un âge médian de 60 ans, quel que soit l'IEC. Il n'y en a pas certains plus que d'autres, c'est juste une histoire de prescription, quelle que soit l'indication. Début de l'IEC, premier épisode, une médiane de 12 mois, avec des extrêmes à 49 mois. Nombre médian de crises par patient avant le diagnostic 3. Et délai IEC recours aux urgences, ça peut atteindre un certain temps. Vous voyez, il y a du retard parce que parfois, c'est des crises très modérées. Et une des malades, il y a quelques années qu'on avait vu dans le service, elle avait été trachéotomisée à la pitié.
Et quand on reprend l'histoire, elle avait depuis 6 mois des épisodes récurrents d'angioëdème de la lèvre jusqu'au moment où elle a fait l'angioëdème du larynx. Et le problème, c'est que le diagnostic n'avait pas été fait, donc elle a été trachéotomisée. Alors que le traitement marche très bien. On avait voulu montrer la différence entre les formes héréditaires et les formes liées aux IEC. Les formes aux IEC sont essentiellement au niveau de la face et au niveau de la langue. Et les formes héréditaires sont plutôt des formes abdominales, mais bien sûr, il y a des formes périphériques aussi. Voilà pourquoi on peut mourir d'un angioëdème sous IEC, parce qu'on a une macroglossie. Ça, c'est une étude autopsique. Donc, ce n'est pas uniquement le larynx, mais ça peut être un œdème de la langue. Ça peut donner, alors c'est quand même beaucoup plus rare, on n'en voit pas. Alors peut-être qu'on passe à côté, des malades qui ont des douleurs abdominales qui durent 4 jours parce qu'ils sont sous IEC. Quand on fait de l'imagerie, on a le même aspect que dans les formes héréditaires ou les formes acquises. Vous voyez cet aspect d'œdème de la paroi, pourquoi, on explique tout à fait pourquoi ils ont un syndrome subocclusif, en fait, ces malades-là. Et puis quand vous faites le traitement, l'œdème se disparaît et l'occlusion disparaît. Donc il faut y penser aussi. Vous avez des syndromes douloureux abdominaux sans fièvre, sans syndrome inflammatoire et récurrents chez des malades qui sont sous IEC. Et il faut savoir que ça peut être le traitement, il faut arrêter le traitement. Donc le C inhibiteur est normal, il faut arrêter les IEC. Je vous disais, si ça persiste à l'arrêt, c'est sûrement pas ça. Alors pourquoi les malades sous IEC font des angioëdèmes? Parce que, alors c'est pas parce qu'ils n'ont pas de C inhibiteur, ils ont un C inhibiteur qui fonctionne, qui est produit, mais ils ont une kininase qui est inhibée. Et vous voyez que l'enzyme de conversion de l'angiotensine, c'est une enzyme qui va dégrader la bradykinin. Et quand vous bloquez cette enzyme, vous augmentez la bradykinin et vous avez cette cascade qui aboutit à la vasodilatation. Vous avez une autre enzyme qui est intéressante, qui est la DPP4, que vous connaissez peut-être, qui est inhibée par d'autres médicaments, et notamment les gliptines. Et donc quand vous associez un IEC et une gliptine, vous augmentez encore ce risque de développer un angioëdème sous IEC. Est-ce qu'on peut utiliser des sartans et est-ce qu'il y a des angioëdèmes sous sartans? Globalement, dans les études, c'est 10% de réactions croisées. On revient de plus en plus sur la notion d'angioëdème sous sartan. Il y a plein d'études qui disent que finalement, est-ce que ça existe vraiment? Et donc, si vous avez une indication formelle à un IEC ou un blocage du système rénine de l'angiotensine, vous pouvez effectivement proposer aux néphrologues, aux cardiologues, apprécier le bénéfice-risque et leur proposer un sartan. Mais alors, il faut que les gens soient prévenus du risque et à disposition éventuellement un traitement de la crise. Attention aussi à l'entresto, ça donne aussi beaucoup plus de... C'est un sartan plus le sacubitril, c'est très prescrit par les cardiologues, et ça augmente notablement le risque d'angioëdème. Et attention aux gliptines, parce que vous voyez, quand vous bloquez l'enzyme de conversion et que vous bloquez les P4, vous augmentez notablement le risque d'angioëdème, en sachant qu'une gliptine seule, ça dégrade globalement 5 à 15% de la bradykinin, donc une gliptine seule ne donne pas d'angioëdème, mais quand vous associez un inhibiteur de l'enzyme de conversion qui dégrade 75% de la bradykinin et une gliptine, vous avez un risque d'angioëdème. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est les transplantés qui sont sous inhibiteurs de mTOR. Ils inhibent la DPP4 et ils ont un risque augmenté, notablement, de développer un angioëdème. Et puis un petit, là, à la fin, ce qui est le Tiorfan. Alors ça, c'est décrit partout. J'ai recherché à nouveau des références. C'est pas très clair, mais probablement c'est un cofacteur. Et bien sûr, le Tiorfan tout seul ne donne pas d'angioëdème. Mais on a eu récemment une malade qui avait des IEC depuis longtemps. Elle a pris du Tiorfan et elle a fait l'angioëdème. Donc c'est sûrement un cofacteur. Ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas. Dans la boucle de production de la bradykinin, comment ça marche. La thrombolyse, ça peut aussi donner ça. On avait rapporté une série de 53 malades il y a quelques années qui montrait que quand on était une femme et quand on était IEC et qu'on avait une thrombolyse, on avait plus de risque de développer un angioëdème, et c'est très embêtant parce que vous avez l'AVC, vous développez l'œdème de la bouche et de la langue, et donc parfois ils arrêtent la procédure, et il faut injecter du C inhibiteur et pas du Firazir. Le Firazir, ça entraîne une vasoconstriction, donc une phase aiguë d'angioëdème, c'est pas recommandé. Voilà une histoire quand même assez caractéristique. Cette dame est africaine, elle est noire, elle a un facteur de risque important. Elle a du diabète, on la met sous IEC pendant 6 ans, il ne se passe absolument rien. Ça s'aggrave et donc elle a une transplantation rénale. Et donc on lui rajoute un inhibiteur de mTOR plus du MMF, il ne se passe toujours rien. Et puis le diabétologue trouve que c'est toujours pas bien, il lui rajoute la gliptine et voilà, on a l'association d'un terrain à risque, d'un IEC et d'inhibiteur de mTOR et d'une gliptine. Donc on a tous les éléments un peu expérimentaux pour voir apparaître un angioëdème. Vous voyez la langue, elle a été intubée, elle a pu être intubée, elle est sortie, on lui a fait un peu de C inhibiteur.
Et puis là, c'est de la rareté. Je pense que vous ne devez pas les voir aux urgences. Faut quand même y penser dans des contextes particuliers, notamment chez le malade qui a un lymphome ou une gammapathie monoclonale. C'est les angioedèmes par déficit acquis. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, 1 pour 50 000 pour l'angioedème héréditaire, 1 pour 600 000 pour l'angioedème par déficit acquis. Avec Delphine Gobert, on avait repris, vous voyez, 92 cas sur entre 91 et 2015. Donc, c'est vraiment de la rareté. Ça donne la même symptomatologie et il y en a deux types, peu importe. Il y en a avec des anticorps anti-inhibiteurs et d'autres sans anticorps. Et les lymphomes les plus souvent en cause sont des lymphomes de la zone marginale. Et pour les types 2, c'est les gammapathies monoclonales de signification clinique. Donc pour conclure, que doit savoir un urgentiste des angioedèmes? Alors tout d'abord, les angioedèmes sont majoritairement histaminiques, non allergiques. Et globalement, les angioedèmes que vous voyez et qu'on voit tous, c'est d'abord des urticaires profondes et qu'il faut les prendre en charge comme des urticaires profondes. Donc ça doit être traité par antihistaminique, il faut éviter les corticoïdes, et quand ça récidive, il suffit de donner un traitement préventif des récidives, c'est-à-dire 2 cétirizines, 3 cétirizines, 4 cétirizines. Quand ils sortent des urgences, vous leur donnez ce traitement-là, et vous nous les envoyez après, et au bout d'un mois, si les malades n'ont plus rien, on a le diagnostic même avant d'avoir fait aucun dosage. Évitez vraiment les corticoïdes avec cet effet rebond. Et rappelez-vous que les angioedèmes héréditaires sont rares, 1 pour 50 000, en dehors des angioedèmes sous IEC. Donc il faut vraiment chercher sur l'ordonnance des patients s'ils ont eu des IEC. Par contre, quand vous avez un angioedème bradykinique, quand vous suspectez un angioedème bradykinique, il faut éliminer les diagnostics différentiels, le syndrome cave, l'atteinte permanente, la cellulite de la face. En l'absence d'antécédents personnels ou familiales d'urticaire atopique, si ça résiste à un traitement antihistaminique préventif, je vous répète, c'est 2, 3, 4 antihistaminiques pendant un mois au moins. En cas de traitement par IEC, si les caractéristiques cliniques sont évocatrices, localisées, transitoires, pas d'urticaire, bien sûr dans un contexte familial, il faut reprendre les antécédents familiaux, et plus rarement dans un contexte d'hémopathie lymphoïde ou de gammapathie monoclonale. On a eu comme ça une dame qui avait des crises douloureuses abdominales, qui avait fait beaucoup de gastro-entérologues renommés, avec un lymphome, et finalement c'était des crises d'angioedème. Et dans ce cas-là, on peut traiter le lymphome pour améliorer l'angioedème. Aucun dosage n'est nécessaire en urgence. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Il faut se donner le temps d'efficacité des antihistaminiques en l'absence de signes de gravité. On est parfois appelé plutôt parce que le malade est arrivé, il a eu polaramine, solumédrol, et maintenant, comme on a diffusé sur les angioedèmes bradykiniques, ils ont eu Firazyr et Bernert. Et on dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis, d'abord, on se calme, on prend ses gouttes, et on attend un peu. Non, il n'y a pas de drame, alors, sauf l'atteinte laryngée et sauf l'atteinte de la langue. Et globalement, c'est quand même des histaminiques, et ils doivent sortir, tous ces malades doivent sortir avec des antihistaminiques. La crise, c'est icatibant et concentré de C inhibiteur. Il ne faut pas hésiter à nous appeler, soit à Saint-Antoine, les numéros de téléphone d'astreinte et le mien. Et il y a une astreinte nationale à Grenoble qui tourne, et on participe à cette astreinte nationale 24 sur 24. Il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, pour vous rappeler qu'il y a des centres de référence en France, coordination, c'est Laurence Bouillet. Il y a David Launay à Lille, nous à Paris, et puis Lyon. Et puis, n'hésitez pas à nous joindre. On a une équipe pluriprofessionnelle, donc avec Delphine Gobert, avec une pédiatre qui s'appelle Mélissande Bourgoin, qui travaille à Trousseau, une allergologue, une infirmière d'éducation thérapeutique, et des TEC et ARC. Je vous rappelle donc les numéros de téléphone. Donc je remercie tout le monde. Je remercie Nicolas Javot qui, depuis longtemps, urgentiste, a travaillé sur l'angioedème avec moi et qui s'intéresse notamment à l'urticaire actuellement, les malades, les familles, l'association de malades et puis bien sûr la filière Marie. Je vous remercie.